Une étudiante pauvre s'est approchée d'un millionnaire et lui a dit de ne pas voyager avec sa fille. Le lendemain matin, une voiture de luxe est égarée près de son école. Le réveil strident de Sophie Leclerc résonne dans le petit appartement de Saint-Denis à 5 heures du matin. Encore une nuit blanche passée à réviser ses cours de droit constitutionnel à la lueur vacillante d'une bougie pour économiser sur la facture d'électricité. Ses yeux brûlent, sa nuque est raide. Mais elle n'a pas le choix. Dans 2 heures, elle doit être à l'université et cet après-midi, au cabinet Pinault & Associés, « Maman, tu as pris tes médicaments », lance-t-elle en se précipitant vers la chambre de sa mère. Denise Leclerc, allongée sur son lit médicalisé, lui adresse un sourire fatigué. La sclérose en plaques a creusé des rides prématurées sur son visage. Mais ses yeux gardent cette douceur qui a toujours réconforté Sophie. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie, concentre-toi sur tes études. » Sophie ajuste l'oreiller de sa mère, vérifie que le verre d'eau est à portée de main, puis file sous la douche. L'eau tiède, elle ne peut se permettre l'eau chaude. La réveille complètement. Dans le miroir embué, elle aperçoit son reflet. 18 ans. Mais le regard d'une adulte qui a grandi trop vite. Le métro de 7h30 est bondé comme d'habitude. Sophie se faufile entre les voyageurs. Son sac à dos est limé serré contre elle, révisant mentalement ses notes pour le cours de théorie du droit. Autour d'elle, les conversations matinales se mélangent. Plaintes sur les retards, discussions sur le match de foot de la veille, chuchotements de couple. Elle observe ses vies ordinaires en se demandant si un jour, elle aussi aura le luxe de s'inquiéter de choses simples. À la station Châtelet, un groupe d'étudiants monte dans la rame. Leurs vêtements de marque, leurs rires insouciants, leurs discussions sur leur projet de week-end à Deauville la ramènent brutalement à la réalité de sa différence. Ils fréquentent la même université qu'elle, mais ils habitent un autre monde. L'Université nationale autonome de France se dresse devant elle comme un château de la connaissance. Sophie gravit les marches du bâtiment principal, ignorant les regards parfois méprisants que lui lancent certains étudiants. Sa bourse au mérite lui a ouvert ses portes, mais elle doit la mériter chaque jour. Dans l'amphithéâtre, elle choisit automatiquement le dernier siège près de la fenêtre. De là, elle peut observer sans être vue. Prendre ses notes en paix, c'est alors qu'elle la remarque pour la première fois. Vraiment, Delphine Renaud, la jeune fille aux cheveux blonds parfaitement coiffés, discute avec animation avec ses amis. Un sac Hermès posé négligemment sur ses genoux. Ses ongles vernis brillent sous les néons. Son pull en cachemire semble sortir d'un magazine de mode. Tout en elle respire la richesse naturelle, cette aisance que donne l'argent depuis l'enfance. Alors, samedi, on se retrouve chez moi pour réviser, dit Delphine à ses amis. Papa a fait installer une nouvelle bibliothèque dans l'aile est de la maison. L'aile est, pense Sophie avec un mélange d'amusement et d'amertume. Moi, j'ai une table bancale dans la cuisine. Le professeur Fabienne entre dans l'amphithéâtre et le silence se fait progressivement. Sophie ouvre son cahier, pas d'ordinateur portable pour elle, et commence à prendre des notes à la main. Sa concentration est totale. Chaque mot du cours pourrait être décisif pour ses examens, mademoiselle Leclerc. La voix du professeur la fait sursauter. « Oui, madame. Pouvez-vous nous expliquer le principe de séparation des pouvoirs selon Montesquieu ?» Sophie se lève, le cœur battant, tous les regards convergeant vers elle, y compris celui de Delphine Renaud qui semble la voir pour la première fois. Selon Montesquieu, la séparation des pouvoirs vise à éviter la concentration du pouvoir entre les mêmes mains. Il distingue le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, chacun servant de contre-pouvoir aux autres pour garantir la liberté des citoyens. Excellent. Et comment cette théorie s'applique-t-elle dans notre système constitutionnel actuel ? Sophie développe sa réponse avec assurance, citant articles et jurisprudence, dans l'amphithéâtre. Même Delphine semble impressionnée par la précision de ses connaissances. Le cours se termine. Et Sophie range rapidement ses affaires. Elle doit filer au cabinet d'avocat pour 14 heures. Pas de pause déjeuner pour elle, juste un sandwich avalé dans le métro. Le cabinet Pinault & Associés occupe un immeuble haussmannien dans le 16e arrondissement. Sophie pousse la lourde porte vitrée et salue Lola, la secrétaire de Maître Pinault. « Ah, Sophie, Maître Pinault vous attend dans son bureau. Il a du travail d'archivage pour vous. » Hubert Pinault, la cinquantaine bedonnante et le regard perçant, lève les yeux de ses dossiers quand elle entre. « Mademoiselle Leclerc, j'ai besoin que vous organisiez ces documents dans la salle d'archives. Classement chronologique, puis par client,
Et soyez discrète, certains dossiers sont sensibles. Sophie acquiesce et se dirige vers la salle d'archivage, une pièce sans fenêtre remplie d'étagères métalliques et de cartons poussiéreux. L'odeur du papier vieilli et de l'encre l'accueille. Elle commence méthodiquement le tri. Habituée à ce travail minutieux, les heures passent. Dossier après dossier, elle découvre les rouages de la haute société parisienne. Contrats immobiliers de millions d'euros, successions complexes, litiges entre familles fortunées, un monde qui lui semble irréel. Vers 16 heures, fatiguée par sa nuit blanche et la concentration requise, Sophie saisit maladroitement une pile de documents, la chemise du dessus glisse et s'ouvre, éparpillant son contenu sur le sol carrelé. « Merde !» murmure-t-elle en s'agenouillant pour ramasser les papiers. C'est là qu'elle la voit, une étiquette rouge marquée « Confidentiel, projet Aigle » sur une chemise beige. Son cœur fait un bond. Elle ne devrait pas regarder, elle le sait. Mais ses yeux accrochent malgré elle quelques mots sur la première page. Élimination définitive de l'obstacle principal et de son héritier. Sophie fige. Obstacle principal. Héritier. Ses mains tremblent légèrement en retournant la page. Un schéma technique apparaît, détaillant le système hydraulique d'un aéronef en marge, des annotations manuscrites, défaillance programmée à 30 000 pieds et aucun survivant possible. La page suivante révèle un planning de vol avec le logo de Renault, construction en en-tête. Le nom de Georges Renault apparaît comme passager principal, accompagné de D. Renault, sans doute Delphine. Sophie a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Delphine, cette fille insouciante qu'elle observe chaque matin en cours, qui parle de robes et de voyages, dont la seule préoccupation semble être de choisir entre Dior et Chanel. Sophie. La voix de Lola résonne depuis l'entrée. « Ça va ? Vous avez besoin d'aide ? » ?»« Non, non. » Sophie remet précipitamment les documents dans la chemise, son cœur battant si fort qu'elle craint que Lola ne l'entende. « Tout va bien ? J'ai juste fait tomber des papiers. »« D'accord, Maître Pinault part en rendez-vous, vous pouvez ranger tranquillement. » Sophie attend que les pas de Lola s'éloignent avant de reprendre son souffle. Ses mains tremblent encore quand elle replace la chemise sur l'étagère appropriée. Qu'est-ce que je viens de voir ? Un plan pour tuer Georges Renault et sa fille. Mais pourquoi ? Et pourquoi ce dossier se trouve-t-il ici ? Le reste de l'après-midi passe dans un brouillard. Sophie classe mécaniquement les autres documents. Mais son esprit ne peut se détacher de ce qu'elle a découvert. À 18 heures, elle range son bureau et salue distraitement Lola dans le métro du retour. Les visages des passagers lui semblent flous. Une seule image obsède ses pensées. Le sourire innocent de Delphine Renault ce matin en cours. Inconsciente du danger qui la menace. Que dois-je faire ? Sophie fixe son reflet dans la vitre du wagon. Si je dénonce ce que j'ai vu, je perds mon travail, et ma bourse d'études si Maître Pinault use de son influence. Mais si je ne dis rien, l'image de Delphine s'impose à nouveau, et avec elle, celle de sa propre mère dans son lit médicalisé. Deux femmes innocentes, chacune dans son monde, unies malgré elles par le destin et les choix impossibles que Sophie doit faire. Sophie n'a pas fermé l'œil de la nuit. Allongée sur son matelas défoncé, elle fixe le plafond taché d'humidité en ressassant les images du dossier « Projet Aigle ». À chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle revoit le schéma technique, les annotations glaçantes, le nom de Delphine sur l'itinéraire de vol. À 6 heures du matin, elle renonce définitivement au sommeil. Sa décision est prise. Elle doit avertir les Renault. Quelles qu'en soient les conséquences pour elle. « Tu es bien pâle ce matin, ma chérie », remarque Denise quand Sophie lui apporte son petit déjeuner. « J'ai mal dormi, c'est tout. » Sophie évite le regard inquiet de sa mère. Comment pourrait-elle lui expliquer qu'elle s'apprête à risquer leur seule source de revenus pour des gens qu'elle ne connaît même pas ? Le trajet en métro lui semble interminable. Sophie répète mentalement ce qu'elle va dire à Georges Renault si elle arrive à l'approcher. « Bonjour monsieur, je travaille au cabinet qui veut vous tuer. » Non, trop direct. J'ai des informations importantes concernant votre sécurité. Peut-être mieux, à l'université. L'amphithéâtre bourdonne des conversations habituelles. Sophie scrute l'assemblée à la recherche de Delphine. La voilà, au 3e rang, rayonnante dans sa veste Chanel rose pastel, discutant avec animation de ses projets pour le week-end. « Papa m'emmène finalement visiter la Parsons School of Design à Londres », dit-elle à ses amis. « On décolle demain matin dans le jet privé. J'ai tellement hâte. » Le sang de Sophie se glace. Demain matin,
Le planning qu'elle a vu mentionnait bien un vol pour Londres. Elle doit agir maintenant. Le cours de théorie constitutionnelle passe dans un brouillard. Sophie prend des notes mécaniquement. Mais son esprit est entièrement focalisé sur ce qu'elle doit faire après. Quand le professeur Fabienne annonce la fin du cours, elle bondit de son siège, dans le couloir. Elle suit discrètement Delphine et ses amis jusqu'au parking VIP de l'université, où stationnent les voitures de luxe des étudiants les plus fortunés. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser. Un imposant Bentley Bentayga noir s'arrête devant l'entrée. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant, descend pour ouvrir la portière arrière. Sophie reconnaît immédiatement Georges Renault grâce aux photos qu'elle a vues dans les magazines économiques. La cinquantaine distinguée, cheveux grisonnants parfaitement coiffés, costume sur mesure. Papa. Delphine court vers la voiture, son sac Hermès rebondissant contre sa hanche. C'est maintenant ou jamais. Sophie s'avance, les jambes tremblantes, la bouche sèche. Plusieurs étudiants se retournent sur son passage. Intrigué de voir la discrète bolsière s'approcher de la famille Renault, Monsieur Renault. Sa voix tremble, malgré ses efforts pour paraître calme. Georges lève les yeux vers elle, surpris. Son regard l'évalue rapidement. Vêtements modestes, chaussures usées, sac à dos râpé, le chauffeur se tend imperceptiblement. Ses instincts de protection en alerte. Oui, la voix de Georges est neutre, ni hostile, ni particulièrement accueillante. Je suis Sophie Leclerc, collègue de cours de votre fille. S'il vous plaît, n'embarquez pas dans cet avion demain. Les mots sortent dans un souffle, précipités par l'urgence et la peur. Delphine s'arrête net, intriguée de voir cette étudiante qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée s'adresser à son père. « Papa, je la reconnais », dit Delphine en plissant les yeux. C'est Sophie Leclerc, la bolsière qui a toujours les meilleures notes en théorie du droit. Le professeur Fabienne n'arrête pas de faire ses louanges. Georges fronce les sourcils. « Que voulez-vous dire, mademoiselle ? Quel avion ?» Sophie prend une inspiration profonde. Autour d'eux, d'autres étudiants commencent à s'approcher, attirés par la scène inhabituelle. « Votre vol pour Londres demain matin, j'ai vu des documents au cabinet où je travaille. Il prévoit de saboter votre jet privé. » Le silence qui suit semble durer une éternité. Georges et Delphine la fixent avec des expressions incrédules. Le chauffeur, lui, a visiblement durci son attitude. Une main discrètement glissée sous sa veste. Des documents. Georges répète lentement. Quel cabinet ? Avant que Sophie puisse répondre. Un Porsche Cayenne blanc se gare brusquement à côté du Bentley. Une femme d'une beauté saisissante en descend, grande, élégante, cheveux noirs de jais et peau bronzée qui trahit ses origines sud-américaines. Sophie reconnaît immédiatement Laure Renault d'après les photos de presse. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande Laure en s'approchant, son accent chilien à peine perceptible après tant d'années en France. Son regard passe de Georges à Sophie, et quelque chose de froid s'allume dans ses yeux verts quand elle remarque la tenue modeste de la jeune fille. Cette étudiante prétend avoir des informations sur notre vol de demain, explique Georges. Laure éclate d'un rire cristallin mais dénué de chaleur. Encore une opportuniste qui essaie de s'approcher de notre famille. Regarde-la, Georges. C'est évident qu'elle a inventé toute cette histoire pour attirer l'attention. Elle se tourne vers Sophie avec un sourire glacial. Combien tu veux, petite, pour ton silence sur cette information mystérieuse ? Sophie rougit violemment. Ce n'est pas « je ne veux pas d'argent ». Je veux juste vous sauver la vie. Nous sauver la vie. Laure lève un sourcil parfaitement épilé. Comme c'est dramatique. Et dans quel cabinet d'avocate travaille notre petite héroïne ? Pinault et associé, murmure Sophie, comprenant qu'elle vient de signer son arrêt de mort professionnel. L'expression de Georges change subtilement. Hubert Pinault et lui ont une longue histoire. Pas toujours cordiale. Mais Laure ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Pinault, dit-elle en feignant la surprise. Mais c'est l'avocat des Bazin. Tu vois bien, Georges. C'est un coup monté. Cette fille travaille pour nos concurrents. Elle se rapproche de Sophie. Sa voix devenant plus dure. Tu diras à ton patron que les Renault ne se laissent pas impressionner par ce genre de manœuvre. Delphine, monte en voiture. Georges, appelle la sécurité du campus pour signaler cette situation. Sophie sent les regards de tous les étudiants présents peser sur elle. Des murmures commencent à circuler. Des téléphones se lèvent pour filmer la scène. L'humiliation la submerge comme une vague brûlante. « Je dis la vérité », insiste-t-elle,
au bord des larmes. « Votre vie est en danger. Ma pauvre enfant, » dit Laure avec une fausse compassion. « Tu regardes trop de films. Dans la vraie vie, les gens comme nous ont une sécurité efficace. » Delphine, partagée entre l'embarras et une pointe de curiosité, monte silencieusement dans le Bentley. Georges hésite un instant, son regard croisant celui de Sophie. Quelque chose dans l'expression désespérée de la jeune fille le trouble. Mais la pression sociale et l'insistance de sa femme l'emportent, mademoiselle Leclerc, dit-il fermement. Je vous conseille de vous tenir à l'écart de ma famille à l'avenir. La portière du Bentley claque. Sophie reste seule sur le parking, entourée d'étudiants qui la regardent avec un mélange de pitié et de moquerie. Certains filment encore avec leur téléphone, d'autres chuchotent en la montrant du doigt. Putain, elle a vraiment cru qu'elle pouvait s'approcher des Renault comme ça. Entend-elle quelqu'un dire ? Franchement, c'est pathétique. Les bolsiers, ils feraient n'importe quoi pour se faire remarquer. Sophie ravale ses larmes et traverse le parking d'un pas rapide. Ignorant les commentaires qui fusent autour d'elle, dans sa poche, son téléphone vibre. Un message de Lola. Maître Pinault veut vous voir immédiatement. Urgent. Son sang se fige. Déjà, quelqu'un a donc rapporté sa tentative d'avertissement. Elle regarde l'heure. 13h30. Elle devrait être au cabinet dans une demi-heure. Le trajet en métro jusqu'au 16e arrondissement lui semble interminable. Sophie fixe son reflet dans la vitre, se demandant si elle a eu raison d'agir. Au moins, j'ai essayé, se dit-elle. Si quelque chose arrive à Delphine demain, ce ne sera pas par ma faute. Mais au fond d'elle, une angoisse terrible grandit. Et si Laure avait raison, et si tout cela n'était qu'un malentendu, et si elle venait de détruire sa vie pour rien, le cabinet Pinault et associé lui paraît plus imposant et menaçant que jamais quand elle pousse la porte vitrée. Lola la regarde avec un mélange de gêne et de compassion. Sophie. Maître Pinault vous attend et... Je suis désolée. Ces derniers mots confirment ses pires craintes. Sophie frappe à la porte du bureau de son patron et entre sans attendre de réponse. Hubert Pinault la regarde avec une expression de dégoût parfaitement maîtrisée. « Mademoiselle Leclerc, asseyez-vous. » Sa voix est glaciale. « J'ai reçu un appel très intéressant il y a 1 heure. Il paraît que vous avez tenté d'approcher un de nos anciens clients avec des accusations farfelues. » Sophie baisse les yeux. « Je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Vous avez violé la confidentialité de ce cabinet, vous avez tenté de nuire à notre réputation, et vous avez apparemment perdu la raison. » Pinault se lève, contournant son bureau pour s'approcher d'elle. « Vous êtes renvoyée, avec effet immédiat, et ne comptez pas sur une lettre de recommandation. » Sophie lève les yeux vers lui, y lisant une satisfaction malsaine. « Mais les documents que j'ai vus, quels documents ?» L'expression de Pinault ne trahit rien. « Vous divaguez, mademoiselle Leclerc. Le stress des études et du travail vous a visiblement fait perdre le sens des réalités. » Sophie comprend qu'il est inutile d'insister. Elle se lève dignement, ramasse son sac et sort du bureau sans un mot de plus. Dans le couloir, Lola lui glisse discrètement une enveloppe. « Votre paie de la semaine, » murmure-t-elle, « et faites attention à vous. » Sophie descend lentement les escaliers du cabinet, son monde s'écroulant autour d'elle. Dehors, la vie parisienne continue son cours indifférent, des gens pressés passent à côté d'elle sans la voir, chacun absorbé par ses propres préoccupations. Dans le métro bondé qui la ramène vers Saint-Denis, Sophie ferme les yeux et pense à sa mère. Comment va-t-elle lui annoncer qu'elle a perdu son travail ? Comment vont-elles payer les médicaments du mois prochain ? Mais par-dessus tout, une question la hante. Et si demain matin, quelque part au-dessus de l'Atlantique, un jet privé s'écrasait avec Delphine Renault à son bord? Dans la sombre tranquillité de son bureau, Georges Renault ne parvient pas à se concentrer sur les contrats étalés devant lui, 22 heures passées, et les mots de cette étudiante résonnent encore dans sa tête. Sophie Leclerc. Il a beau se répéter que Laure a raison, que tout cela n'est qu'une manipulation des Bazins, quelque chose le tracasse. 23 années dans le monde impitoyable de la construction lui ont appris à faire confiance à son instinct. Et son instinct lui dit que la peur dans les yeux de cette jeune fille était authentique. Il décroche son téléphone et compose le numéro de Bruno Serrand. « Bruno, je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin que tu viennes me chercher. Et apporte ton matériel d'inspection. » Bruno Serrand n'est pas un chauffeur ordinaire. Ancien agent de l'Interpol reconverti en consultant en sécurité privée, il travaille pour Georges depuis 3 ans, officiellement. Il conduit le Bentley familial. Officieusement,
Il veille sur la sécurité des Renault, avec la discrétion d'un professionnel aguerri. 30 minutes plus tard, la Bentley noire glisse silencieusement vers l'aéroport du Bourget, où le jet privé des Renault attend dans son hangar privé. Bruno jette un coup d'œil à son employeur dans le rétroviseur. « Vous voulez me dire ce qui vous tracasse, monsieur Renault ?» Georges lui raconte la scène de l'après-midi, l'avertissement de Sophie, les réactions de Laure et de Delphine. Bruno écoute sans interrompre, son cerveau d'ancien enquêteur analysant chaque détail. Cette étudiante, elle travaille chez Pinault. Apparemment, Laure dit que c'est un coup monté des Bazin. Bruno reste silencieux un moment. Il connaît l'histoire entre les familles Renault et Bazin, mais il connaît aussi Hubert Pinault. L'avocat a toujours navigué dans les eaux troubles du droit des affaires, changeant d'allégeance selon ses intérêts. « On va vérifier l'avion », décide Bruno. Si cette fille dit la vérité, mieux vaut le savoir maintenant. Le hangar privé baigne dans une lumière bleutée. Le Gulfstream G650 des Renault trône au centre, ses lignes élégantes reflétant la richesse discrète de ses propriétaires. Bruno sort sa mallette d'inspection, un arsenal d'outils qu'il maîtrise encore parfaitement. « Vous cherchez quoi exactement ?» demande Georges en le regardant commencer son inspection méthodique. Si quelqu'un a trafiqué cet avion, ils ont forcément touché au système hydraulique, c'est le plus efficace pour provoquer un crash qui ressemble à un accident. Bruno disparaît sous l'appareil, avec une lampe torche et ses instruments. Georges fait les 100 pas dans le hangar, l'angoisse montant progressivement. Et si cette Sophie Leclerc avait raison, et si sa propre femme l'avait empêché d'écouter un avertissement qui aurait pu leur sauver la vie? Bordel de merde! La voix de Bruno résonne sous l'avion. Georges se précipite. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Bruno ressort de sous l'appareil, le visage grave, tenant dans sa main gantée un petit dispositif électronique sophistiqué. « Regardez-moi ça. Un détonateur miniaturisé relié au circuit hydraulique principal. Le genre de joujou qu'on n'achète pas au BHV. » Georges pâlit en examinant l'objet. « Tu es sûr que, monsieur Renault, ce truc était programmé pour exploser quand l'avion atteindrait une altitude de 9000 mètres, assez haut pour qu'il n'y ait aucun survivant, assez sophistiqué pour que l'enquête conclue à un accident mécanique. » Le silence qui suit est pesant. Georges s'appuie contre le fuselage de l'avion. Les jambes soudain flageolantes. Cette gamine avait raison. Cet inconnu qui risquait sa carrière pour les avertir avait raison. Qui a accès à cet hangar ? Demande Bruno. Le personnel de maintenance, évidemment. Quelques techniciens. Et... Georges hésite. Laure vient parfois ici quand elle veut vérifier les préparatifs de voyage. Bruno acquiesce, sans faire de commentaires. Mais Georges lit dans son regard tout ce qu'il n'ose pas encore formuler. « Je veux que tu enquêtes sur Sophie Leclerc », dit Georges après un long moment. Discrètement, tout son passé, sa famille, ses motivations, et je veux aussi que tu creuses du côté de Pinault. Et le vol de demain, annulé, on dira que Delphine est sa malade. De retour dans la Bentley, Georges compose le numéro de sa fille. « Papa, il est minuit passé. Qu'est-ce qui se passe ? Ma chérie, je suis désolée, mais nous devons reporter le voyage à Londres. Un problème technique avec l'avion. » Oh non, j'étais tellement excitée. La déception de Delphine transparaît dans sa voix. « On peut pas prendre un vol commercial ? Nous irons la semaine prochaine, promis. Dors bien, ma puce. » Georges raccroche et ferme les yeux. Comment expliquer à sa fille de 18 ans que quelqu'un a tenté de les assassiner? Comment lui dire que sa belle-mère pourrait être impliquée? À 3 heures du matin? Bruno dépose son rapport préliminaire sur le bureau de Georges. Son efficacité d'ancien agent de l'Interpol n'a pas pris une ride. Sophie Leclerc, lit Bruno dans ses notes. 18 ans, née à Paris, mère célibataire, Denise Leclerc, ancienne secrétaire exécutive atteinte de sclérose en plaques. Sophie, boursière intégrale depuis l'école primaire, première de sa promotion au lycée, admise à l'université avec la meilleure note des 5 dernières années. Georges lève les yeux de ses propres documents. Continue. Aucun casier judiciaire. Aucune dette significative hormis les frais médicaux de sa mère. 3 victoires aux Olympiades nationales de mathématiques. Travaille chez Pinault depuis 6 mois pour payer les médicaments de sa mère. Bruno marque une pause. Monsieur Renault, cette gamine n'a aucun motif de nous nuire. Au contraire, nous dénoncer lui a coûté son travail. Comment tu sais qu'elle a été renvoyée? J'ai mes sources chez Pinault. Elle a été virée dans l'heure qui a suivi votre rencontre, pour violation de confidentialité. Georges se masse les tempes. Et du côté de Pinault. Là, c'est plus complexe. Hubert Pinault représente effectivement les intérêts des Bazin depuis 2 ans.
Mais il a aussi travaillé pour vous par le passé. Et Bruno consulte ses notes. Il était déjà votre avocat il y a 18 ans, au moment de l'accident de votre première épouse. Le nom de Brigitte flotte dans l'air comme un fantôme. Georges n'aime pas qu'on remue ce passé douloureux, mais il commence à comprendre que tout est peut-être lié. Tu penses que l'accident de Brigitte ? Je ne pense rien pour l'instant, mais je vais enquêter discrètement. Le lendemain matin, Delphine boude ostensiblement son petit déjeuner. Laure, fraîche et élégante dans son tailleur Armani, boit son café en feuilletant Vogue. « Alors, ce voyage ?» demande-t-elle négligemment. « Reporté ?» répond Georges en observant sa réaction. Laure lève à peine les yeux de son magazine. Dommage. Delphine était si excitée. Georges scrute le visage de sa femme, cherchant le moindre signe de surprise ou de soulagement. Mais Laure maîtrise parfaitement ses expressions. 20 années de mariage. Et il a parfois l'impression de ne pas la connaître. « Papa, on peut au moins aller faire du shopping ?» demande Delphine. « J'avais prévu de m'acheter une nouvelle garde-robe pour Londres. »« Bien sûr, ma puce. Bruno vous accompagnera. » Cette fois, Laure réagit. « Bruno ? Pourquoi Bruno ? Je peux très bien emmener Delphine. J'ai besoin que Bruno reste proche de la famille aujourd'hui. » Question de sécurité. Sécurité. Laure pose son magazine. Qu'est-ce qui se passe, Georges ? Rien de précis, juste une précaution. Georges évite de mentionner Sophie Leclerc, mais il voit que Laure a compris. Une lueur fugace passe dans ses yeux verts, trop rapide pour qu'il puisse l'interpréter. Dans l'après-midi, Bruno revient avec des informations troublantes. J'ai parlé à l'ancien mécanicien de votre hangar, celui qui était là il y a 18 ans. Il se souvient parfaitement de l'accident de Madame Brigitte. Sa voiture avait été révisée la veille. Tout était parfait, sauf que les freins ont lâché dans la descente de Montmartre. Et il dit se rappeler avoir vu quelqu'un près de la voiture le soir précédant l'accident. Quelqu'un qui n'avait rien à faire là. Une femme brune, élégante. Georges sent son estomac se nouer. Il peut identifier cette femme. Après 18 ans ? Non. Mais il dit qu'elle lui rappelait une de ces mannequins qu'on voit dans les magazines. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans l'esprit de Georges. Laure travaillait déjà pour lui à l'époque, comme assistante personnelle. Elle avait accès à tout, sa voiture, son bureau, son emploi du temps. Et elle était mannequin avant de le rencontrer. « Bruno, je veux que tu surveilles Sophie Leclerc. Discrètement. Si elle a raison pour l'avion, elle court peut-être un danger. J'y ai pensé aussi. Elle en sait trop maintenant. » Cette nuit-là, Georges reste éveillé dans son lit, écoutant la respiration régulière de Laure à côté de lui. Cette femme qu'il a épousée 6 mois après la mort de Brigitte, cette beauté chilienne qu'il avait consolée dans son deuil, serait-elle capable de meurtre ? Et surtout, que va-t-il se passer maintenant qu'elle sait qu'il sait ? Sophie traîne les pieds sur le chemin de l'université, son sac à dos semblant peser 1 tonne sur ses épaules, 3 jours sans travail, et déjà les factures s'accumulent sur la table de la cuisine. Sa mère a besoin de sa nouvelle dose de médicaments dans 1 semaine, et Sophie n'a aucune idée de comment elle va trouver l'argent. Au moins, ils sont vivants, murmure-t-elle en pensant au Renault. Elle a scruté les journaux, vérifié les sites d'information. Aucun crash d'avion privé, aucun accident impliquant la famille Renault. Soit ils ont reporté leur voyage, soit ils ont pris ces avertissements au sérieux. Dans tous les cas, elle peut se dire qu'elle a fait ce qu'il fallait. Devant les grilles de l'université, Sophie aperçoit le Bentley noir familier. Son cœur fait un bond. Que font-ils là ? Georges Renault descend de la voiture, suivi de Bruno et, à sa grande surprise, de Delphine, Mademoiselle Leclerc. Georges l'interpelle d'une voix forte qui attire l'attention des autres étudiants. Sophie s'approche prudemment, consciente des regards curieux qui convergent vers eux. Delphine la dévisage avec une expression difficile à déchiffrer, mélange de gratitude et de trouble. « Monsieur Renault, qu'est-ce que vous faites ici ?» Georges la regarde droit dans les yeux. « Nous devons parler. Vous aviez raison pour l'avion. » Le monde de Sophie bascule. « Vous avez vérifié. Bruno a trouvé un explosif dans le système hydraulique, exactement comme vous l'aviez dit. » La voix de Georges est grave, chargée d'une émotion contenue. « Vous nous avez sauvé la vie. » Autour d'eux, les murmures s'intensifient. Sophie entend des bribes de conversation. C'est quoi cette histoire ? Elle leur a sauvé la vie. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Delphine s'avance vers elle, les yeux brillants d'émotion. Sophie, je peux t'appeler Sophie. Tu m'as sauvée. Tu as risqué ton travail pour nous avertir alors que tu ne me connaissais même pas.
Je ne pouvais pas vous laisser mourir, bafouille Sophie, encore sous le choc. Montez dans la voiture, dit Georges. Nous devons discuter, en privé. Sophie jette un coup d'œil vers l'université. Mais j'ai cours dans... Oubliez les cours aujourd'hui. Ce que nous avons à vous dire est plus important. Dans le Bentley, Sophie se retrouve assise entre Georges et Delphine, face à Bruno, qui l'observe avec respect. Le luxe de l'habitacle la met mal à l'aise. Cuir beige, boiserie laquée, écran tactile intégré, chez elle, la télévision date de 10 ans et grésille à chaque orage, Mademoiselle Leclerc, commence Georges. Grâce à vous, ma fille et moi sommes vivants. Comment puis-je vous remercier? Vous n'avez pas besoin de me remercier. C'était normal de... Non, ce n'était pas normal, l'interrompt Delphine. Combien de personnes auraient pris ce risque? Tu as perdu ton travail à cause de nous. Sophie baisse les yeux. Maître Pinault m'a effectivement renvoyé. Pinault, répète Georges avec amertume. Nous avons des raisons de penser qu'il est impliqué dans cette tentative d'assassinat. Le mot résonne dans l'habitacle feutré. Assassinat. Sophie réalise pleinement ce qu'elle a déjoué. Pas un simple accident, mais un meurtre prémédité. Écoutez, dit Georges en se penchant vers elle. J'ai une proposition à vous faire. J'aimerais vous offrir un poste d'assistante juridique junior dans mon département légal. Le salaire sera 3 fois ce que vous gagnez chez Pinault. Sophie ouvre la bouche. Mais aucun son n'en sort. 3 fois son salaire. Cela signifierait les médicaments de sa mère, payés sans difficulté, peut-être même quelques extras qu'elles n'ont jamais pu se permettre. Ce n'est pas tout, continue Georges. Ma société possède des appartements de fonction. Je peux vous en attribuer un. À vous et votre mère, dans le Marais, près de l'université. Et le traitement médical de votre mère, ajoute Delphine. Papa connaît les meilleurs neurologues spécialisés dans la sclérose en plaques. Le professeur Dubois acceptera de la suivre, j'en suis sûre. Sophie se sent prise de vertige. Mais pourquoi faire tout ça pour moi? Georges échange un regard avec Bruno avant de répondre. Parce que des personnes comme vous, mademoiselle Leclerc, capables de risquer leur sécurité pour la vérité, sont rares et extrêmement précieuses. Il y a quelque chose dans sa voix que Sophie ne parvient pas à saisir. Une émotion plus profonde que la simple gratitude, mais elle est trop bouleversée pour analyser davantage. J'ai besoin de réfléchir et d'en parler à ma mère. Bien sûr, Bruno va vous raccompagner. Prenez le temps qu'il vous faut. Le trajet jusqu'à Saint-Denis se fait dans un silence relatif. Sophie regarde défiler les paysages familiers de sa banlieue, avec des yeux nouveaux. Tout pourrait changer. Fini les transports bondés, les nuits à économiser l'électricité, l'angoisse permanente des fins de mois difficiles. Dans l'appartement exigu, Denise Leclerc accueille sa fille avec surprise. « Tu es bientôt, ma chérie, et ce monsieur qui t'accompagne. » Bruno se présente poliment et explique brièvement la situation. Denise écoute avec des yeux de plus en plus écarquillés. « Tu veux dire que Sophie a sauvé la vie de Georges Renaud ?» Sa voix tremble légèrement. « Vous le connaissez ?» demande Bruno, remarquant sa réaction. « De réputation, c'est un homme d'affaires très connu. » Denise évite le regard de sa fille. « Sophie, tu es sûre de vouloir accepter cette offre? Maman, c'est notre chance. Tu pourrais avoir les meilleurs soins, nous pourrions vivre décemment. » Denise pose une main tremblante sur celle de sa fille. « Parfois, ma chérie, les cadeaux ont un prix qu'on ne voit pas tout de suite. » 3 jours plus tard, Sophie et sa mère emménagent dans un appartement lumineux de 60 mètres carrés rue des Rosiers. Denise a été admise immédiatement chez le professeur Dubois, qui a commencé un traitement expérimental prometteur. À l'université, la transformation de Sophie ne passe pas inaperçue. Fini les vêtements élimés et les chaussures trouées, Georges lui a ouvert un compte chez Galeries Lafayette, avec instruction de s'habiller selon son nouveau statut. Sophie, Delphine la elle dans le couloir de la faculté. Tu veux déjeuner avec nous, pour la première fois. Sophie se retrouve attablée avec le groupe d'amis de Delphine, Chloé, fille d'un ministre, Margot, héritière d'une chaîne d'hôtels, et Juliette, dont le père possède plusieurs galeries d'art à Paris. « Alors, c'est vrai que tu as déjoué un attentat contre les Renaud ?» demande Chloé avec des yeux brillants d'excitation. « C'est compliqué », répond Sophie, mal à l'aise d'être le centre d'attention. « En tout cas, tu es devenue célèbre du jour au lendemain », dit Margot. « Tout le monde parle de la bolsière qui a sauvé la famille Renaud. » Sophie grimace. «
Elle aimerait qu'on oublie ses origines modestes. Mais les étiquettes collent longtemps dans ce milieu. « Ne dis pas ça !» proteste Delphine. Sophie n'est plus une bolsière. Elle travaille pour papa maintenant. Au bureau de Renault Construction, Sophie découvre un autre monde. L'immeuble de verre et d'acier domine le quartier de la Défense. Son bureau, au 15e étage, offre une vue imprenable sur Paris. Maître Rousseau, le directeur juridique, l'accueille avec bienveillance. « Monsieur Renault m'a dit beaucoup de bien de vous. Vous allez travailler sur des dossiers de compliance et de réglementation. Rien de trop complexe pour commencer. » Sophie se plonge dans le travail avec l'énergie de celle qui a enfin sa chance. Les dossiers révèlent la complexité de l'empire Renault, contrats immobiliers internationaux, partenariats avec des groupes de construction européens, négociations avec les collectivités locales, mais tous les regards ne sont pas bienveillants. Dans les couloirs, elle surprend des chuchotements. « C'est elle, la petite qui s'est fait remarquer. » Ou « Renault a toujours eu un faible pour les jolies filles. » Le pire vient de Laure Renault. Lors de sa première visite au bureau, l'épouse de Georges parcourt les étages comme une reine inspectant ses domaines. Quand elle croise Sophie, son sourire se fige. « Tiens, notre petite héroïne, comment trouvez-vous votre nouveau environnement ?»« Très bien, Madame Renault. Tout le monde est très accueillant. J'en suis ravie. » Le ton de Laure est glacial. « J'espère que vous saurez vous montrer, reconnaissante de la générosité de mon mari. » Sophie rougit. Comprenant parfaitement l'insinuation, « Je compte bien honorer la confiance que Monsieur Renault me fait. » Bien sûr, Laure s'éloigne, mais Sophie sent son regard peser sur elle. Longtemps après, le soir, dans son nouvel appartement, Sophie aide sa mère à prendre ses médicaments. Denise semble aller mieux. Ses tremblements se sont atténués. « Tu es heureuse, ma chérie ?» demande Denise. « Oui, maman. Pour la première fois de ma vie. Je me sens libre, mais cette liberté a un goût étrange. Mélange de gratitude et d'inquiétude. » Sophie ne peut s'empêcher de repenser aux paroles de Laure, à ses regards suspicieux au bureau, à cette transformation trop rapide de sa vie. Dehors, Bruno vérifie discrètement que tout va bien. Georges lui a demandé de surveiller Sophie, officiellement pour sa protection. Mais Bruno se demande s'il n'y a pas d'autre raison à cette sollicitude soudaine de son patron pour une parfaite inconnue. 2 mois se sont écoulés depuis la transformation de la vie de Sophie. L'appartement du Marais résonne maintenant des rires de Denise, dont l'état s'améliore de jour en jour grâce au traitement du professeur Dubois. Sophie s'est habituée à son nouveau statut, même si parfois elle se sent encore comme une intruse dans ce monde de privilèges. Ce matin-là, en arrivant à l'université, elle découvre une affiche annonçant le Congrès national des étudiants en droit, sa spécialité, le droit constitutionnel, fait l'objet d'un concours de débat entre les meilleures universités françaises. « Tu vas participer ?» demande Delphine en la rejoignant devant le panneau d'affichage. « Je ne sais pas. Représenter l'université dans un débat national, c'est intimidant. Allez, tu es la meilleure de notre promo. Le professeur Fabienne dit toujours que tu as une compréhension intuitive du droit constitutionnel. » Sophie hésite encore quand une voix masculine les interrompt. « Excusez-moi, vous parlez du concours de débat. » Elle se retourne vers un jeune homme brun aux yeux verts perçants, grand, élégant dans son pull en laine fine. Il dégage cette assurance naturelle propre aux héritiers de bonne famille, mais contrairement aux autres garçons de ce milieu, son sourire semble sincère. « Julien Bazin, Sciences et Po », se présente-t-il en tendant la main. « Je représente mon université cette année. » Bazin. Le nom résonne dans l'esprit de Sophie comme une alarme. Elle se souvient des discussions au bureau. Les Bazins sont les principaux concurrents de Georges dans le secteur de la construction. « Sophie Leclerc », répond-elle prudemment. « Et voici Delphine Renault. » L'expression de Julien change imperceptiblement quand il entend le nom de Delphine. « Renault. Comme Renault Construction. Mon père. » confirme Delphine avec une pointe de fierté. « Intéressant. Nos familles se connaissent. » Professionnellement, Julien sourit, mais Sophie détecte une tension sous-jacente. « Enfin, ça promet un débat passionnant. Vous défendez quelle position, mademoiselle Leclerc ? » La réforme du contrôle de constitutionnalité a posteriori. Excellente problématique, moi je soutiens la thèse inverse. Ses yeux s'illuminent d'excitation intellectuelle. J'ai hâte d'entendre vos arguments. Après son départ, Delphine donne un coup de coude à Sophie. Il te plaît, avoue. N'importe quoi. Et puis, tu as entendu son nom, un Bazin.
Et alors, vous êtes étudiant, pas homme d'affaires. Roméo et Juliette étaient en bien de familles ennemies. Sophie lève les yeux au ciel. Mais elle ne peut nier l'effet que la rencontre a eu sur elle, l'intelligence de Julien, sa passion pour le droit, sa façon de la regarder comme si elle était la personne la plus intéressante au monde. Le jour du concours arrive rapidement, l'amphithéâtre de la Sorbonne déborde d'étudiants venus assister au débat. Sophie, en tailleur bleu marine acheté aux Galeries Lafayette, se sent plus confiante que jamais. Le débat oppose 6 universités sur la question. La réforme constitutionnelle doit-elle privilégier l'efficacité démocratique ou la protection des libertés fondamentales ? Sophie défend la position selon laquelle l'efficacité démocratique nécessite parfois des ajustements constitutionnels, tandis que Julien argumente pour la primauté absolue des libertés fondamentales. Mademoiselle Leclerc attaque Julien avec un sourire en coin. Votre vision utilitariste de la Constitution ne risque-t-elle pas d'ouvrir la porte à tous les abus ? Monsieur Bazin, répond Sophie du tac au tac. Votre purisme juridique n'est-il pas un luxe que seuls peuvent s'offrir ceux qui n'ont jamais eu à choisir entre leurs principes et la survie ? La salle retient son souffle. Sophie vient de toucher un point sensible, et Julien le sait, mais au lieu de se vexer, il sourit plus largement, touché. Mais justement, n'est-ce pas quand on a tout à perdre qu'il faut le plus défendre ses principes ? Le débat continue pendant 1 heure, chacun poussant l'autre dans ses retranchements intellectuels. Sophie découvre chez Julien une finesse d'argumentation remarquable, doublée d'une passion communicative pour la justice sociale. À la fin, quand les juges annoncent l'égalité entre leurs 2 universités, Julien s'approche d'elle. « Je n'ai jamais eu un adversaire aussi coriace, » dit-il, admiratif. « Vous m'avez fait douter de mes propres convictions, c'est troublant. Vous non plus, vous n'étiez pas mal. » concède Sophie, tentant de cacher son émotion. « Ça vous dirait qu'on continue cette discussion autour d'un café. J'aimerais comprendre d'où vient votre vision si pragmatique du droit. » Sophie hésite. Elle devrait refuser, rentrer chez elle, garder ses distances avec le fils de l'ennemi familial des Renaud. Mais l'intelligence de Julien l'attire comme un aimant. D'accord, mais pas longtemps. Ils se dirigent vers un petit café près de la Sorbonne, loin des regards indiscrets de leurs universités respectives, installés dans un coin tranquille. Ils commencent par parler de droit, puis la conversation dérive naturellement vers leur vie. « Vous êtes différente des autres étudiantes que je connais », observe Julien en sirotant son espresso. « Différente comment ? Plus, authentique, vous ne jouez pas un rôle, vous ne cherchez pas à impressionner, et vos arguments ne sortent pas des manuels, ils viennent de votre expérience. » Sophie rougit. « Mon expérience n'a rien d'extraordinaire. Détrompez-vous, grandir sans privilège, se battre pour ses études. Ça forge un caractère, moi, tout m'est tombé tout cuit dans le bec. Et ça vous dérange. » Julien soupire. « Parfois, mon père voudrait que je reprenne l'entreprise familiale, que je devienne un homme d'affaires comme lui, mais moi, je rêve de transformer notre cabinet d'avocats en centre de défense des causes environnementales. Vous voulez sauver la planète ?» Sophie ne peut s'empêcher de sourire. « Pourquoi pas ? Quelqu'un doit bien s'y coller. Et vous, quels sont vos rêves ?» Sophie réfléchit. Ses rêves ont toujours été simples. Soigner sa mère, finir ses études, trouver un travail stable. Maintenant que tout cela est acquis, elle ne sait plus très bien ce qu'elle veut. « Je n'ai jamais eu le luxe de rêver grand », avoue-t-elle. Mais maintenant, peut-être aider d'autres personnes comme moi à avoir leur chance. C'est un beau rêve. Leurs regards se croisent et s'attardent. Sophie sent quelque chose passer entre eux. Une connexion qui va au-delà de l'attraction physique. Ils viennent de mondes opposés, mais partagent la même soif de justice, la même volonté de changer les choses. « Je ne devrais pas être ici », murmure Sophie. « Pourquoi ? Nos familles, enfin, les gens pour qui je travaille et votre famille, ce n'est pas approprié. » Julien pose sa main sur la sienne. « Nous ne sommes responsables ni des choix de nos parents, ni des rivalités du passé. Nous sommes juste 2 étudiants qui parlent de droit dans un café. » Les semaines suivantes, ces conversations sur le droit deviennent une habitude. Ils se retrouvent dans des cafés neutres, loin de leurs universités respectives, loin de leurs mondes familiaux. Sophie ne dit rien à Delphine, encore moins à Georges. Julien garde également le secret sur ses rendez-vous. Leur discussion évolue peu à peu vers l'intimité. Julien lui parle de la pression familiale, de ses doutes sur l'avenir.
Sophie évoque pudiquement sa vie d'avant, sa mère malade, sa transformation récente. « Vous ne me parlez jamais de votre travail », remarque Julien un après-midi. « Juste que vous êtes assistante juridique quelque part ?» Sophie boit son thé pour gagner du temps. « C'est confidentiel, vous comprenez ? Bien sûr, moi non plus. Je ne peux pas tout vous dire sur les affaires de mon père. » Ce mensonge par omission pèse sur Sophie, mais elle se dit qu'elle protège leur relation naissante. Qu'adviendrait-il si Julien apprenait qu'elle travaille pour Georges Renault et que dirait Georges s'il découvrait qu'elle fréquente un Bazin ? Un soir, en rentrant chez elle, Sophie trouve sa mère assise dans le salon, l'air soucieux. « Ma chérie, il faut qu'on parle. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Maman, ton traitement. »« Non, le traitement va bien, c'est autre chose. » Denise hésite. « Ça fait des semaines que tu rentres tard, que tu souris en regardant ton téléphone. Tu vois quelqu'un ?» Sophie s'assoit à côté de sa mère. « C'est compliqué. » « Compliqué comment ? Il s'appelle Julien. Il étudie le droit comme moi. Il est intelligent, gentil. Mais nos familles ne s'apprécient pas vraiment. » Denise serre la main de sa fille. « Ma chérie, les histoires de familles ennemies, ça finit rarement bien. Fais attention à ton cœur. » Cette nuit-là, Sophie reste éveillée longtemps, pensant aux paroles de sa mère. Dans quelques jours, elle doit travailler sur un dossier important concernant un litige entre Renault Construction et un concurrent. Elle a la désagréable impression que ce concurrent pourrait bien être les Bazin, au bureau de Renault Construction. Elle découvre en effet un volumineux dossier concernant un conflit autour d'un projet immobilier en région parisienne. L'adversaire, Bazin Enterprise, en lisant les documents, Sophie découvre l'ampleur de la rivalité entre les deux familles. Coups bas, sabotage de projets, détournement de clients. Cette guerre commerciale dure depuis 20 ans et ne semble pas près de s'arrêter. Son téléphone vibre. Un message de Julien. « Libre ce soir. J'ai une surprise pour toi. » Sophie regarde l'écran, puis le dossier ouvert devant elle. Deux mondes inconciliables qui se télescopent dans sa vie. Et elle au centre de cette tempête sans le savoir vraiment. Elle tape sa réponse. Oui, avec plaisir. Mais en appuyant sur « Envoyer », elle ne peut ignorer le sentiment grandissant que cette double vie ne pourra pas durer éternellement. Dans son bureau de Renault Construction, Sophie classe méthodiquement les archives historiques de l'entreprise pour un rapport de compliance. 3 mois après son arrivée, elle maîtrise parfaitement les rouages administratifs de la société. Mais aujourd'hui, quelque chose attire son attention. Elle tombe sur un carton d'archives datant d'il y a 20 ans, marqué « Projet Nice, confidentiel ». Curieuse, elle l'ouvre et découvre des documents relatifs à la fameuse dispute territoriale entre les Renault et les Bazin sur la Côte d'Azur. Les premiers documents semblent anodins. Plan de construction, autorisation administrative, correspondance avec les collectivités locales, mais plus elle creuse, plus elle découvre des éléments troublants. Une note manuscrite de Georges, datée de 20 ans, mentionne « Mesures extraordinaires autorisées par H. Pinault pour éliminer la concurrence ». Plus loin, un mémo codé fait référence à l'obstruction définitive du projet Bazin par incident technique. Sophie sent son estomac se nouer. Incident technique, la même expression figurait dans le dossier Projet Aigle qu'elle avait découvert chez Pinault. Elle continue sa lecture, de plus en plus inquiète. Un rapport confidentiel détaille un accident de chantier qui avait retardé de 6 mois le projet Bazin, permettant au Renault de rafler le marché. L'accident avait fait 3 blessés graves parmi les ouvriers. « Bordel !» murmure Sophie en découvrant une correspondance entre Georges et Hubert Pinault où ils évoquent le succès de l'opération Dissuasion. Mais le pire est à venir. Au fond du carton, elle trouve un dossier marqué « B. Renault, personnel », le dossier de Brigitte, la première épouse de Georges. Sophie hésite. Elle ne devrait pas fouiller dans la vie privée de son patron, mais quelque chose la pousse à ouvrir le dossier. Les premiers documents sont touchants. Lettre d'amour de Georges à Brigitte, faire part de mariage, photos de leur lune de miel, puis vient une série de rapports médicaux confirmant la grossesse de Brigitte, et enfin, le rapport de police sur l'accident qui l'a tuée. Sophie lit avec horreur les détails techniques. Défaillance du système de freinage sur véhicule révisé la veille, cause indéterminée, aucune trace de sabotage détectée lors de l'expertise, en marge du rapport, une annotation manuscrite de la main de Georges, vérifier les liens LR avec Garage Moreau, LR, Sophie réfléchit,
Laure Renaud. Mais à l'époque, Laure n'était que l'assistante personnelle de Georges. Pourquoi aurait-elle, Sophie, la voix de maître Rousseau l'a fait sursauter violemment. Oui, elle referme précipitamment le dossier, le cœur battant. Tout va bien, vous avez l'air troublé. Non, non, tout va bien, je classais les archives historiques. Maître Rousseau jette un coup d'œil au carton. Ah oui, les vieilleries. Ne perdez pas trop de temps là-dedans, Sophie. Le passé est le passé. Après son départ, Sophie range rapidement les documents, mais son esprit bouillonne. Plus elle découvre sur l'histoire des Renaud, plus elle comprend que la tentative d'assassinat dans l'avion n'était que le dernier épisode d'une longue série de accidents suspects. Le soir, dans son appartement du Marais, elle retrouve sa mère qui regarde les informations. « Bonsoir ma chérie, tu as l'air préoccupée. » Sophie s'assoit à côté de Denise, hésitant à partager ses découvertes. « Maman, quand tu travaillais comme secrétaire exécutive, tu te souviens de histoires d'accidents bizarres dans les entreprises ?» Denise se raidit imperceptiblement. « Pourquoi cette question ? Je tombe sur des dossiers anciens au bureau, des incidents qui semblent arrangés. » « Ma chérie, » dit Denise en posant une main tremblante sur celle de sa fille. « Il y a des choses dans le passé qu'il vaut mieux ne pas remuer, surtout quand on tient à sa sécurité. » Sophie scrute le visage de sa mère. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» Denise détourne les yeux. « Je sais qu'il faut parfois savoir se taire pour protéger ceux qu'on aime. » Pendant ce temps, dans son bureau privé de l'hôtel particulier des Renaud, Laure termine un appel téléphonique. « Merci Jacques. Oui. Je veux un rapport complet sur ses antécédents. Tout, famille, études, emploi précédent, et soyez discret. » Elle raccroche et se dirige vers la fenêtre, donnant sur le jardin parfaitement entretenu. Depuis l'arrivée de Sophie, Laure ressent une menace sourde. Cette fille a gagné trop rapidement la confiance de Georges et l'affection de Delphine. Il faut que je sache qui elle est vraiment, pense Laure, et ce qu'elle veut. 3 jours plus tard, Jacques Moreau, l'investigateur privé de Laure, la retrouve dans un café discret du 16e arrondissement. « J'ai trouvé des choses intéressantes sur votre Sophie Leclerc », dit-il en posant une chemise devant elle. Laure l'ouvre avec avidité, photos d'enfance de Sophie, bulletins scolaires, certificats médicaux de Denise. Tout semble normal jusqu'à ce qu'elle tombe sur un document qui la fait pâlir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande-t-elle en brandissant une feuille jaunâtre. « Archives médicales de l'hôpital Angeles ?» Denise Leclerc y a accouché il y a 18 ans. Et regardez ça. Jacques sort une autre feuille. Un test de paternité jamais réclamé, avec le nom de Georges Renaud, clairement indiqué comme père biologique potentiel. Laure sent le sol se dérober sous ses pieds. Vous êtes sûr de l'authenticité. J'ai vérifié 3 fois. Il y a aussi ça. Il lui tend un document légal. Une renonciation à toute revendication financière, signée par Denise Leclerc le lendemain de la naissance. Laure relit fébrilement les documents. Sophie Leclerc n'est pas une inconnue qui a sauvé leur vie par hasard. C'est la fille cachée de Georges, celle dont il n'a probablement jamais su l'existence. Cette garce, siffle Laure entre ses dents. Elle s'est infiltrée dans notre famille. Elle veut récupérer l'héritage qui lui revient. Vous voulez que je continue l'enquête ? Non, ça suffit. Laure range soigneusement les documents dans son sac Hermès. Vous n'avez jamais fait cette recherche, Jacques, c'est clair. Comme vous voulez, Madame Renaud, de retour chez elle, Laure s'enferme dans son bureau et étale les preuves devant elle. Tout s'éclaire soudain, l'intérêt soudain de Georges pour Sophie, sa générosité excessive, l'affection qu'il lui porte. Il sait, réalise-t-elle, ou du moins, il se doute de quelque chose. Elle se souvient maintenant de détails qui lui avaient échappé. La ressemblance entre Sophie et Georges dans la forme des yeux, la manière protectrice dont il parle d'elle, son insistance pour lui offrir le meilleur. Laure se lève et fait les 100 pas dans son bureau. 18 ans plus tôt, elle avait épousé Georges 6 mois après la mort de Brigitte. 6 mois après avoir orchestré cette mort avec l'aide de Hubert Pinault. Tout cela pour devenir Madame Renaud et s'assurer que Delphine hériterait de tout. Et maintenant, cette Sophie débarque et menace tout son plan. « Il va falloir que je m'occupe de toi, ma petite », murmure Laure en regardant une photo de Sophie. Elle décroche son téléphone et compose le numéro de Hubert Pinault. « Hubert, c'est Laure, nous devons nous voir. J'ai découvert quelque chose d'important sur Sophie Leclerc. Cette fille travaille chez Renaud maintenant. » « Oui. » « Et je sais pourquoi Georges s'intéresse tant à elle. Rendez-vous demain, café Procope, 14h. » Le lendemain,
Hubert Pinault écoute Laure avec une expression de plus en plus grave. « Vous êtes certaine de ces informations ?»« J'ai les preuves. Cette fille, c'est la bâtarde de Georges. Et maintenant qu'elle a sauvé leur vie dans l'avion, elle a sa totale confiance. » Pinault réfléchit, tripotant nerveusement sa tasse de café. Si Georges apprend la vérité sur l'accident de Brigitte, il ne l'apprendra pas, à condition qu'on règle le problème Sophie avant qu'elle ne fouille trop dans les archives de l'entreprise. « Qu'est-ce que vous proposez ?» Laure sourit froidement. « La même chose que pour Brigitte, un accident. Mais cette fois, il ne faut laisser aucune trace. Cette nuit-là, Sophie fait un cauchemar étrange. Elle rêve qu'elle se noie dans un océan de documents secrets, tandis que des voix inconnues chuchotent son nom dans l'obscurité. Elle se réveille en sursaut. Le cœur battant, par la fenêtre de sa chambre, elle aperçoit une voiture garée dans la rue, tous feux éteints. Une silhouette semble l'observer depuis l'habitacle. Sophie ferme les rideaux et retourne se coucher. Mais le sommeil ne revient pas. Elle a la sensation désagréable d'être observée, épiée, que sa nouvelle vie dorée cache des dangers qu'elle ne fait que commencer à entrevoir. Dans la voiture en bas, Bruno Serrand termine son rapport de surveillance nocturne. Georges lui a demandé de protéger Sophie discrètement, mais Bruno commence à se demander contre qui exactement il doit la protéger. Son instinct d'ancien agent lui dit que la menace ne vient pas de l'extérieur de la famille Renault, elle vient de l'intérieur. L'effervescence règne dans l'hôtel particulier des Renault. Demain soir, Georges fêtera ses 53 ans et tout le gratin parisien sera présent. Sophie observe les préparatifs depuis son bureau. Fascinée par le ballet des traiteurs, fleuristes et décorateurs qui transforment la demeure en palais digne d'un conte de fées, Sophie, Delphine fait irruption dans son bureau, rayonnante d'excitation. « Il faut absolument que tu viennes m'aider à choisir ma robe. J'hésite entre la Valentino rouge et la Dior bleue. Je ne suis pas sûre d'être invitée à cette soirée, » répond Sophie prudemment. « Comment ça, pas invitée? Tu plaisantes ?» Delphine s'indigne. « Papa a dit que tu étais pratiquement de la famille maintenant. Tu viens, un point c'est tout. » Sophie sourit malgré elle. L'enthousiasme de Delphine est contagieux, même si elle appréhende cette soirée où elle se retrouvera face à l'élite parisienne. Dans l'après-midi, Bruno Serrand frappe discrètement à la porte de son bureau. « Mademoiselle Leclerc, Monsieur Renault souhaiterait vous voir, en privé. » Sophie suit Bruno jusqu'au bureau de Georges. Une pièce lambrissée qui respire le pouvoir et la tradition. Georges lève les yeux de ses documents, l'air inhabituellement grave. « Asseyez-vous, Sophie. Nous devons parler. » Le ton solennel de Georges inquiète Sophie. « Il y a un problème. »« Pas exactement, mais... » Georges marque une pause, cherchant ses mots. « Bruno m'a fait part de certaines observations concernant votre sécurité. » Bruno s'avance. « Mademoiselle Leclerc, depuis quelques semaines, nous avons remarqué des comportements suspects autour de vous. Votre appartement a été observé à plusieurs reprises. Quelqu'un s'intéresse de très près à votre personne. » Sophie sent un frisson glacial parcourir son échine. « Vous pensez que c'est lié au dossier Pinault ? » « Possible, » répond Georges. « Ou à autre chose. Le fait était que vous en savez beaucoup sur nos affaires maintenant, et certaines personnes pourraient voir cela comme une menace. » Certaines personnes, Georges et Bruno échangent un regard entendu. « Nous avons des raisons de penser que la tentative d'assassinat dans l'avion n'était que le début. Quelqu'un au sein de notre entourage proche cherche à nous nuire. » Sophie pense immédiatement à Laure et à ses regards glaciaux. « Madame Renault, nous ne pouvons encore rien affirmer, » dit Georges prudemment. « Mais soyez vigilante demain soir. Bruno vous aura à l'œil. Mais restez proche de Delphine et de moi. » Le soir même, Sophie retrouve Julien dans leur café habituel. Depuis 3 mois, leurs rendez-vous secrets sont devenus le moment le plus précieux de ses journées. Mais ce soir, Julien semble préoccupé. « Il faut que je vous dise quelque chose. » commence-t-il. « Mon père organise une grande réception demain soir pour fêter un nouveau contrat important. » Sophie boit son thé, pressentant ce qui va suivre. Le problème, c'est que ce contrat, nous l'avons obtenu en battant Renault Construction. Papa a invité plusieurs clients des Renault pour, disons, les amadouer. Et Sophie sent son cœur s'emballer. Il m'a demandé de l'accompagner en tant qu'héritier de l'entreprise. Julien prend les mains de Sophie. « Je ne veux pas y aller. Cette guerre entre nos familles me dégoûte. » Sophie retire doucement ses mains. « Julien, il faut que je vous avoue quelque chose. Je
Je travaille pour Renault Construction. Le visage de Julien se décompose. Quoi? Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, je suis assistante juridique de Georges Renault. Vous travaillez pour l'ennemi de ma famille et vous ne me l'avez jamais dit. La voix de Julien tremble de colère et de déception. Je voulais vous le dire, mais quoi? Vous vous amusiez à jouer avec moi, à espionner les Bazin pour le compte des Renault. Ce n'est pas ça du tout. Sophie se lève, les larmes aux yeux. Je n'ai jamais parlé de vous à personne. Je vous aime, Julien. Le mot s'échappe de ses lèvres, avant qu'elle puisse le retenir. Julien la regarde, bouleversé. Vous m'aimez. Oui, et c'est pour ça que je n'ai rien dit. Je savais que nos familles rendraient tout impossible. Julien se passe les mains dans les cheveux, visiblement déchiré. Mon Dieu, Sophie, moi aussi je vous aime. Mais maintenant, comment faire confiance? Faites-moi confiance maintenant, demain soir. Je serai à l'anniversaire de Monsieur Renault. Peut-être qu'on pourra se voir et... Attendez, Julien fronce les sourcils. Vous serez à l'anniversaire de Georges Renault, en tant qu'employé. Sophie hésite. Comment expliquer sans mentir qu'elle est devenue bien plus qu'une simple employée? C'est compliqué. Monsieur Renault me considère un peu comme... De la famille. De la famille. Julien la scrute intensément. Sophie, qui êtes-vous vraiment? Avant qu'elle puisse répondre, le téléphone de Julien sonne. Il décroche. Et Sophie entend la voix forte de Gilbert Bazin. « Papa, oui, je rentre. » Il raccroche et regarde Sophie avec tristesse. « Il faut que j'y aille. Mon père a appris que les Renault organisaient une réception demain et il veut que je l'accompagne pour montrer notre force, comme il dit. Vous allez venir à la fête? Apparemment, papa a réussi à se faire inviter. Il dit que c'est de la stratégie commerciale. » Julien se lève. « Sophie, nous devons parler. Vraiment parler. Après demain soir. Plus de secrets entre nous. » Sophie acquiesce, le cœur lourd. Elle a la terrible impression que leur histoire d'amour va se fracasser sur les ambitions et les rivalités de leur famille. Le jour de l'anniversaire, l'hôtel particulier des Renault bourdonne d'activité. Sophie passe la journée au bureau, mais n'arrive pas à se concentrer. Les paroles de Bruno résonnent dans sa tête. Quelqu'un veut lui nuire. En fin d'après-midi, Delphine débarque avec une armée de stylistes. « Maintenant, on s'occupe de toi. Tu vas être éblouissante ce soir. » Sophie se laisse faire, amusée par l'enthousiasme de son amie, maquillage professionnel, coiffure sophistiquée, et enfin la robe, un fourreau noir Chanel que Delphine a choisi spécialement pour elle. « Regarde-toi », s'extasie Delphine devant le miroir. « Tu es magnifique. Papa va en tomber. Je veux dire, tous les hommes vont être à tes pieds. » Sophie se regarde dans la glace. Elle ne se reconnaît pas. Cette femme élégante et sophistiquée a-t-elle vraiment été la petite bolsière de Saint-Denis? La soirée commence par un cocktail dans les jardins illuminés. Sophie reste en retrait, observant le ballet social de l'élite parisienne. Ministre, chef d'entreprise, vedette du cinéma, tout ce beau monde papillonne autour de Georges. Et Laure, justement, est éblouissante dans sa robe de soirée rouge sang. Elle accueille chaque invité avec le sourire parfait de la maîtresse de maison accomplie. Mais quand son regard croise celui de Sophie, le sourire se fige une fraction de seconde. Sophie, Georges s'approche, resplendissant dans son smoking. « Vous êtes ravissante ce soir. Merci, Monsieur Renault. Joyeux anniversaire. » « Merci, ma chère. Restez près de moi ce soir. J'aimerais vous présenter à quelques personnes importantes. » Sophie remarque que Laure les observe de loin. Une expression indéchiffrable sur le visage, vers 20h, une limousine noire s'arrête devant l'entrée, Gilbert Bazin en descend, imposant dans son costume 3 pièces, suivi de Julien qui semble mal à l'aise. « Les Bazin », murmure Delphine à l'oreille de Sophie. Papa a fini par les inviter. Stratégie commerciale, paraît-il. Sophie sent son cœur s'emballer en apercevant Julien. Il est encore plus beau en tenue de soirée, mais son visage reste fermé. Leurs regards se croisent brièvement avant qu'ils ne détournent les yeux. Georges accueille Gilbert avec une cordialité de façade. « Gilbert, quel plaisir de vous voir. Georges, merci pour l'invitation. » Gilbert serre la main tendue, mais la tension entre les deux hommes est palpable. « Permettez-moi de vous présenter mon fils Julien, » dit Gilberte. « Enchanté, » répond Georges en serrant la main de Julien. « J'ai entendu dire que vous étiez un étudiant brillant. » Sophie observe la scène de loin. Le cœur serré,
Julien a l'air de souffrir autant qu'elle de cette mascarade. La soirée se poursuit, chacun jouant son rôle dans cette comédie sociale, mais Sophie sent la tension monter inexorablement. Entre Laure qui la surveille constamment, Bruno qui reste dans son ombre, et Julien qu'elle ne peut approcher sans créer un scandale. Vers 22h, au moment du toast d'anniversaire, Hubert Pinault fait son apparition. Sophie se fige en reconnaissant son ancien patron. Que fait-il ici? Pinault se dirige directement vers Georges avec une bouteille de champagne millésimée. « Mon cher Georges, un Château Margaux 1982 de ma collection personnelle pour fêter dignement vos 53 ans. » Sophie observe la scène avec inquiétude. Quelque chose dans l'attitude de Pinault la met mal à l'aise. Et pourquoi Laure sourit-elle de cette façon en les regardant? Pinault débouche la bouteille avec cérémonie et verse le précieux breuvage dans une coupe en cristal qu'il tend à Georges. « À votre santé, mon cher ami. » Georges lève la coupe vers ses lèvres, et Sophie sent soudain tous ses instincts hurler à l'alarme. Le temps semble suspendu. Sophie voit Georges porter la coupe à ses lèvres en slow motion, et quelque chose dans l'attitude de Pinault déclenche tous ses instincts d'alarme. Sans réfléchir, elle traverse le salon en bousculant les invités. « Non !» crie-t-elle en frappant violemment la coupe qui vole de la main de Georges. Le cristal se fracasse sur le marbre dans un bruit assourdissant. Le liquide ambré se répand, et immédiatement, Sophie remarque une légère corrosion qui commence à attaquer le marbre poli. Le silence qui suit est total. Tous les regards convergent envers Sophie, debout, au milieu des débris de cristal, haletante. « Qu'est-ce que... » commence Georges, abasourdi. « C'était empoisonné. » Sophie pointe un doigt tremblant vers la flaque qui continue de ronger imperceptiblement le sol. « Regardez ce que ça fait au marbre. » Les murmures scandalisés fusent parmi les invités. Pinault, pile comme un linge, recule d'un pas. « Vous êtes folle, bafouille-t-il. C'est un Margaux de collection. Vous venez de détruire une bouteille qui vaut plus que votre salaire annuel. » Mais Bruno s'est déjà agenouillé près de la flaque. Il sort un petit détecteur chimique de sa poche et le passe au-dessus du liquide. L'appareil émet immédiatement un signal d'alarme strident. « Acide fluorhydrique mélangé à un neurotoxique », annonce-t-il d'une voix grave. « Monsieur Renaud, cette coupe vous aurait tué en quelques minutes. » L'hystérie s'empare du salon. Certains invités poussent des cris, d'autres se précipitent vers les sorties. Georges fixe Sophie avec une expression mélange de stupeur et de reconnaissance. « Comment avez-vous su ?» demande-t-il. Avant que Sophie puisse répondre, la voix glaciale de Laure s'élève au-dessus du tumulte. « Ça suffit, cette comédie a assez duré. » Tous les regards se tournent vers Laure, resplendissante dans sa robe rouge, qui se dresse au centre du salon comme une reine vengeresse. Vous voulez tous savoir qui est vraiment cette petite Sophie Leclerc? Sa voix porte dans le silence soudain. Cette soi-disant employée modèle qui joue les héroïnes. Georges fait un pas vers sa femme. Laure, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Laure sort une chemise de son sac de soirée et l'agite théâtralement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Sophie Leclerc-Renaud, la fille bâtarde de mon mari. Le choc est tel que plusieurs invités restent bouche bée. Sophie sent le sol se dérober sous ses pieds. Delphine la regarde avec des yeux ronds, incrédule. « Quoi ?» souffle Georges, livide. « Oh, tu ne savais pas ?» Laure rit avec amertume. « Ta petite protégée n'est pas une inconnue, mon chéri. C'est le fruit de tes amours ancillaires avec ta secrétaire, il y a 18 ans. » Laure brandit un test de paternité jaunie. « ADN confirmé. Sophie Leclerc est ta fille, Georges, celle que tu n'as jamais reconnue, celle qui s'est infiltrée dans notre famille pour récupérer ce qui lui revient. » Les flashs des téléphones portables crépitent. Les journalistes présents se régalent déjà du scandale. Sophie, pétrifiée, sent les larmes lui monter aux yeux sous le poids des regards accusateurs. « C'est faux, » murmure-t-elle. « Je ne savais pas. Je n'ai jamais. Menteuse, » crache Laure. « Tout était calculé, l'avertissement pour l'avion, votre soi-disant héroïsme, votre arrivée providentielle dans nos vies. » Georges, bouleversé, regarde alternativement Sophie et les documents que Laure agite. « Ma fille », répète-t-il comme un automate. C'est alors que les grandes portes du salon s'ouvrent. Une femme entre, s'appuyant sur une canne élégante. Sophie reconnaît sa mère, mais Denise semble transformée, plus droite, plus forte, le regard déterminé. « Bonsoir tout le monde », dit Denise d'une voix claire qui porte dans le salon. « Je ne venais pas pour faire un scandale. » Tous les invités se tournent vers cette nouvelle arrivante. Sophie court vers sa mère.
« Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens empêcher que l'histoire se répète, ma chérie. » Denise pose une main rassurante sur l'épaule de sa fille et s'avance vers le centre du salon. « Madame !» commence Georges, encore sous le choc. « Denise Leclerc !» se présente-t-elle. Ancienne secrétaire exécutive de Monsieur Renaud et mère de Sophie, elle se tourne vers Laure avec un regard dur. « Vous avez raison sur un point, Madame Renaud. Sophie est bien la fille de Georges, mais vous vous trompez sur tout le reste. » Denise ouvre la mallette qu'elle porte et en sort une liasse de documents anciens. « J'ai travaillé pour Georges pendant 5 années. Nous avons eu une liaison brève avant son mariage avec Brigitte, quand j'ai découvert ma grossesse. Georges était déjà marié, par respect pour lui et pour Brigitte. Je n'ai rien dit. Sa voix se fait plus forte. Mais Brigitte, cette femme merveilleuse, a découvert mon état. Elle m'a contactée pour me proposer que nos enfants se connaissent. Elle voulait que le bébé de Georges grandisse en sachant qu'il avait une sœur. » Denise sort une lettre manuscrite. Voici la dernière lettre de Brigitte. Elle m'invitait à la rencontrer discrètement, dans cette lettre. Elle mentionne ses soupçons concernant Laure, alors votre assistante personnelle, Georges. Georges s'approche pour examiner la lettre, reconnaissant immédiatement l'écriture de sa défunte épouse. Le jour prévu pour notre rencontre, continue Denise. Brigitte a eu son accident, cette nuit-là. J'ai reçu la visite de Maître Pinault qui m'offrait une généreuse compensation pour disparaître avec mon bébé. Elle se tourne vers Pinault qui tente de se faire discret près de la sortie. « Vous vous souvenez, maître ? Vous m'avez dit que ce serait mieux pour tout le monde si je partais loin de Paris. » Pinault bafouille. C'était les circonstances. Terrifiée, j'ai accepté l'argent et signé les papiers de renonciation, puis j'ai fui à Marseille avec Sophie. Denise sort un dernier document de sa mallette. Mais j'avais gardé ça, par précaution. Elle actionne un petit magnétophone antique. Une voix faible mais claire s'élève dans le salon silencieux. « Georges, si tu entends ça, ce n'était pas un accident. J'ai vu Laure près de ma voiture, elle trafiquait quelque chose, Hubert l'aidait, il prépare à quelque chose, protège notre bébé. » La voix de Brigitte Renaud, enregistrée dans ses derniers moments à l'hôpital, résonne comme un fantôme accusateur. Le silence qui suit est assourdissant. Georges chancelle, rattrapé de justesse par Bruno, Laure, livide, recule vers la sortie. « Non, c'est impossible, cette bande est truquée », proteste-t-elle. « L'infirmière qui s'occupait de Brigitte était mon amie d'enfance », explique Denise calmement. « Elle m'a envoyé cette bande par sécurité. J'ai attendu 18 ans avant de m'en servir. » Bruno sort son insigne de police fédérale. « Au nom de la loi, je vous arrête, Laure Renaud et Hubert Pinault, pour les meurtres de Brigitte Renaud et tentative d'assassinat sur Georges Renaud. » L'arrestation se fait dans la confusion totale. Laure tente de fuir. Mais plusieurs agents en civil, dissimulés parmi les invités, l'interceptent. Pinault, lui, s'effondre en avouant tout. C'était son plan. Tout venait d'elle. Elle voulait éliminer Brigitte pour épouser Georges. Et maintenant Sophie, elle avait peur qu'elle découvre la vérité. Au milieu du chaos, Sophie se retrouve face à Georges, son père. Ce mot résonne étrangement dans sa tête. « Papa », dit Delphine d'une voix tremblante en s'approchant d'eux. « Sophie est ma sœur. » Georges pose une main sur l'épaule de chacune de ses filles. « Oui, ma puce, tu as une grande sœur. » Delphine regarde Sophie avec émerveillement. « C'est pour ça que je me sentais si proche de toi. J'avais l'impression de te connaître depuis toujours. » Elle s'embrasse sous le regard ému de Georges et Denise. Dans la confusion, Sophie aperçoit Julien qui la regarde depuis l'autre bout du salon. Gilberte Bazin, abasourdie par les révélations, tente de comprendre ce qui vient de se passer. Julien s'approche lentement. « Sophie, tout ça explique tellement de choses. Julien, tu n'as pas à t'excuser. Maintenant je comprends pourquoi Monsieur Renaud tenait tant à toi. Tu es sa fille. » Gilbert Bazin s'avance vers Georges. « Georges, compte tenu des circonstances, peut-être est-il temps que nos familles cessent cette guerre stupide. » Georges, encore bouleversé, serre la main tendue. « Peut-être, en effet, Gilberte. » Sophie regarde autour d'elle. Sa mère souriante, sa nouvelle famille, Julien qui lui tend la main, en une soirée. Sa vie a basculé pour la 3e fois. Mais cette fois, c'est vers la vérité qu'elle se dirige. Dans le salon dévasté de l'hôtel particulier, les agents fédéraux terminent l'arrestation de Laure et Pinault. Sophie, encore sous le choc des révélations, observe sa mère avec un mélange d'admiration et d'incompréhension. « Maman,
dit-elle en s'approchant de Denise. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir gardé le silence pendant 18 ans? Denise serre la main de sa fille. Parce que j'avais peur, ma chérie. Peur pour ta sécurité. Mais quand j'ai vu Laure ce soir, quand j'ai compris qu'elle allait recommencer, Georges s'approche, le visage creusé par l'émotion. Denise, dites-moi tout. Je dois comprendre ce qui s'est passé avec Brigitte. Denise regarde autour d'elle. La plupart des invités sont partis. Ne reste que la famille. Bruno et quelques journalistes, tenus à distance par la sécurité. Asseyons-nous, propose-t-elle. Cette histoire est longue et douloureuse. Dans le petit salon adjacent, Denise commence son récit. Sa voix est ferme maintenant, libérée du poids de 18 années de silence. Quand j'ai découvert ma grossesse, j'étais terrifiée. Vous veniez d'épouser Brigitte, Georges. Je me suis dit que le mieux était de partir discrètement. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Demande Georges. La voix brisée. Parce que vous aviez l'air si heureux avec Brigitte. Et elle était enceinte aussi. Je ne voulais pas détruire votre bonheur. Delphine, assise entre Sophie et Georges, écoute avec fascination cette histoire de famille qu'elle découvre. Mais Brigitte a su, continue Denise. Elle m'a téléphoné un jour, très gentiment. Elle m'a dit qu'elle avait compris, qu'elle ne m'en voulait pas. Elle voulait que nos enfants se connaissent. Sophie serre la main de sa mère. Elle avait l'air si bonne. Elle l'était. Dans sa dernière lettre, elle me parlait de ses projets, acheter une maison avec un grand jardin où nos enfants pourraient jouer ensemble. Elle rêvait que Sophie et son bébé grandissent comme frères et sœurs. Georges essuie une larme discrètement. Elle ne m'a jamais dit qu'elle vous avait contacté. Elle voulait d'abord nous rencontrer, voir comment je réagirais, mais elle avait aussi autre chose à me dire. Dans sa lettre, elle mentionnait des soupçons sur Laure. Denise sort la lettre manuscrite et lit quelques passages. Denise, je suis inquiète. Laure a un comportement étrange depuis qu'elle sait pour ma grossesse. Elle pose des questions sur mon testament, sur l'héritage. Hier, je l'ai surprise au téléphone avec quelqu'un. Elle parlait de solutions définitives. Je commence à avoir peur. Bruno, qui a rejoint le groupe après avoir bouclé les arrestations, intervient. Nous avons retrouvé des documents chez Pinault. Le plan était simple, éliminer Brigitte et faire croire à un accident. Laure épouserait Georges dans les mois suivants et s'assurerait que l'héritage revienne à ses futurs enfants. Mais Brigitte n'était pas son seul problème, ajoute Denise. Il y avait moi et l'enfant que je portais, un héritier légitime de Georges. C'est pour ça que Pinault est venu vous voir, comprend Sophie. Exactement. Le soir même de l'accident de Brigitte, il a débarqué chez moi. Il m'a expliqué que Brigitte était morte, que vous étiez fou de douleur, Georges, et qu'il valait mieux pour tout le monde que je disparaisse. Denise marque une pause, les souvenirs remontant douloureusement. Il m'a proposé une somme importante, à condition que je signe une renonciation à toute revendication sur l'héritage Renault, pour moi et pour l'enfant à naître. Combien? Demande Georges. 200 000 francs. Une fortune pour moi à l'époque. De quoi élever Sophie dignement, loin de Paris. Denise sourit tristement. J'ai accepté. J'étais jeune, terrifiée, et je venais de perdre mon emploi avec la mort de Brigitte. Vous êtes partie où? Demande Delphine. Marseille d'abord, puis plusieurs villes du sud. J'ai changé de nom. Sophie a grandi sous le nom de Leclerc, mon nom de jeune fille. Nous avons vécu modestement, mais nous étions heureuses. Sophie repense à son enfance, aux déménagements fréquents qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Pourquoi être revenue à Paris? Pour tes études. Ma chérie, tu étais si brillante. Tu méritais les meilleures universités. Et puis, Denise hésite. Ma maladie s'aggravait. Les meilleurs spécialistes étaient ici. Bruno consulte ses notes. Madame Leclerc, vous aviez gardé la bande de Brigitte pendant tout ce temps. Pourquoi ne l'avoir jamais utilisée? Parce que j'avais peur. Laure et Pinault avaient tué une fois. Ils pouvaient recommencer. Tant que Sophie et moi restions invisibles, nous étions en sécurité. Qu'est-ce qui a changé? Demande Georges. Denise regarde sa fille avec fierté. Sophie a changé. Quand elle m'a raconté avoir découvert des documents chez Pinault, avoir risqué son travail pour vous sauver, j'ai compris qu'elle ne pourrait jamais vivre dans le mensonge. Et quand vous nous avez recueillis après l'incident de l'avion, Georges, j'ai vu votre façon de regarder Sophie. Votre instinct paternel s'était réveillé, Georges acquiesce. Dès le premier jour. Dès le. J'ai ressenti quelque chose,
Une connexion que je n'arrivais pas à expliquer. Mais Laure a senti le danger aussi, continue Denise. Ses regards vers Sophie sont devenus de plus en plus menaçants. Quand Sophie m'a dit qu'elle pensait être surveillée, j'ai compris qu'il fallait agir. Bruno sort son téléphone. J'ai des nouvelles de l'interrogatoire. Pinault a avoué tout, l'accident de Brigitte, le sabotage de l'avion, et il préparait effectivement quelque chose pour Sophie. Sophie frissonne. Qu'est-ce qu'il comptait faire? Un autre accident. Laure avait prévu de vous empoisonner ce soir, mais pas Georges. L'idée était de faire croire que vous aviez bu du champagne trafiqué par erreur. Mon Dieu, murmure Georges. Elle voulait tuer ma fille sous mon propre toit. Denise pose une main réconfortante sur l'épaule de Georges. C'est fini maintenant. La vérité a éclaté. Delphine, qui avait écouté en silence, se lève soudain et prend Sophie dans ses bras. « Ma sœur », dit-elle en sanglotant. « J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur, et c'était toi depuis le début. » Sophie l'étreint en retour, émue aux larmes. « Moi aussi, j'ai toujours voulu faire partie d'une vraie famille. » Georges se lève à son tour et ouvre les bras. « Venez ici, mes filles !» Pour la première fois de sa vie, Sophie se retrouve dans les bras de son père. L'émotion est si forte qu'elle en tremble. « Papa !» murmure-t-elle, testant le mot sur ses lèvres. « Ma fille !» répond Georges, la voix brisée par l'émotion. « Pardonnez-moi de ne pas avoir été là pendant toutes ces années. »« Vous ne pouviez pas savoir, » dit Sophie. « Mais maintenant, nous avons l'avenir devant nous. » Dans un coin du salon, Julien observe la scène avec un sourire ému. Gilbert Bazin s'approche de lui. « Mon fils, il me semble que cette rivalité entre nos familles a assez duré. Qu'est-ce que tu en penses ?» Julien regarde Sophie, rayonnante dans les bras de sa nouvelle famille. « Je pense que l'amour est plus fort que la haine, papa. » Gilbert s'avance vers Georges. « Mon vieux rival, que dirais-tu de transformer notre concurrence en collaboration ? Nos enfants semblent avoir trouvé le chemin de la réconciliation avant nous. » Georges, un bras autour de chacune de ses filles, sourit. « Pourquoi pas, Gilbert ? Il est temps que nos familles construisent ensemble plutôt que de se détruire. » Les deux hommes se serrent la main, pendant que leurs enfants se regardent avec espoir. Bruno, toujours pragmatique, interrompt ce moment d'émotion. Il va falloir gérer la presse maintenant. Cette histoire va faire les gros titres demain. Nous affronterons cela ensemble, déclare Georges, en famille. Sophie regarde autour d'elle. Sa mère enfin libérée du poids du secret, son père qui la regarde avec tant d'amour, Delphine qui ne la lâche plus, et Julien qui lui sourit depuis l'autre bout de la pièce. « Maman, » dit-elle à Denise, « merci d'avoir eu le courage de dire la vérité. Merci à toi d'avoir eu le courage de sauver ton père. C'est ce qui m'a donné la force de parler. » Le jour se lève lentement sur Paris, éclairant une famille enfin réunie et une vérité enfin révélée. 3 mois plus tard, Sophie ajuste sa veste noire devant le miroir du palais de justice. Aujourd'hui, c'est le jour du verdict final pour Laure et Hubert Pinault. Dans quelques minutes, elle témoignera une dernière fois devant la cour d'assises, concluant un chapitre douloureux mais nécessaire de sa nouvelle vie. « Tu es prête ?» demande Delphine en passant la tête par la porte des toilettes. « Aussi prête qu'on peut l'être pour voir condamner sa belle-mère », répond Sophie avec un sourire triste. Dans le couloir du tribunal, Georges attend avec Denise. En 3 mois, la santé de celle-ci s'est remarquablement améliorée. Le traitement expérimental fait des miracles. Mais surtout, le poids du secret levé a libéré une énergie nouvelle chez elle. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» demande Denise en prenant le bras de sa fille. « Soulagée, après aujourd'hui, nous pourrons vraiment tourner la page. » Bruno les rejoint, toujours aussi professionnel dans son costume sombre. Les jurés sont revenus, le verdict va être prononcé dans 10 minutes, dans la salle d'audience bondée. Sophie s'assoit entre son père et sa sœur, les journalistes se pressent au fond de la salle, avides de connaître l'épilogue de cette affaire qui a passionné la France entière. Laure entre dans le box des accusés, méconnaissable. Ses cheveux ont grisonné, son teint s'éternit. 3 mois de détention provisoire ont eu raison de son éclat de jadis. Elle évite soigneusement de regarder vers la famille Renault. Hubert Pinault, lui, semble avoir vieilli de 10 ans. Sa collaboration avec la justice lui vaudra peut-être une peine allégée, mais sa carrière est définitivement ruinée. « Veuillez vous lever », annonce le greffier. Le président de la cour prend la parole. Concernant Laure Renault, née Herrera, la cour vous reconnaît coupable de meurtre, avec préméditation sur la personne de Brigitte Renault,
tentative d'empoisonnement sur Georges Renaud et Sophie Leclerc, et association de malfaiteurs, vous êtes condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Un murmure parcourt l'assistance. Laure reste droite, impassible, mais Sophie voit ses mains trembler légèrement. Concernant Hubert Pinault, la Cour vous reconnaît coupable de complicité de meurtre et tentative d'empoisonnement, compte tenu de votre coopération avec la justice. Vous êtes condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Pinault s'effondre sur sa chaise. Sa carrière, sa réputation, tout s'écroule en quelques mots. Quand Laure est emmenée, elle se retourne une dernière fois vers Georges. Leurs regards se croisent brièvement, et Sophie y lit un mélange de haine et de regret qui la fait frissonner sur les marches du palais de justice. Les journalistes se pressent autour de la famille Renaud. « Monsieur Renaud, comment vous sentez-vous après ce verdict ? Soulagé que justice soit rendue, mais triste qu'il ait fallu en arriver là. Brigitte aurait voulu que nous regardions vers l'avenir plutôt que de ressasser le passé. Sophie, comment voyez-vous votre nouvelle vie ?» Sophie s'approche du micro. « Je suis reconnaissante d'avoir retrouvé ma famille, mais surtout de pouvoir enfin être moi-même. Cette épreuve nous a appris que la vérité, même douloureuse, est toujours préférable au mensonge. » Un journaliste insiste. « Que pensez-vous de la réconciliation entre les familles Renaud et Bazin ?» C'est alors que Julien apparaît en haut des marches. Accompagné de Gilberte, le jeune homme a témoigné contre son propre père au sujet de certaines pratiques commerciales douteuses orchestrées par Pinault. Gilbert a accepté un accord de coopération avec la justice et purge actuellement une peine de travaux d'intérêt général. « Les erreurs du passé ne doivent pas hypothéquer l'avenir », déclare Gilberte en s'approchant des micros. « Nos entreprises vont désormais collaborer sur des projets environnementaux. Il est temps de construire ensemble plutôt que de se détruire. » Julien rejoint Sophie et lui prend discrètement la main, prêt pour le déjeuner de réconciliation. Sophie sourit, après des mois de tension et de secret. Ils peuvent enfin vivre leur amour au grand jour. 2 heures plus tard, dans le restaurant privé où déjeunent les 2 familles, l'atmosphère est détendue. Delphine raconte avec animation ses projets d'études à Londres, où elle veut étudier le design. « Et toi, Sophie, tu reprends tes études en septembre ?» demande Gilberte. « Oui, mais pas seulement papa et moi avons un projet. » Georges pose sa fourchette. Sophie a eu une idée brillante. Nous allons créer une fondation pour aider les étudiants méritants issus de milieux défavorisés. La fondation Brigitte Renaud, précise Sophie, pour que d'autres jeunes aient les mêmes chances que j'ai eues. Denise regarde sa fille avec fierté. C'est exactement le genre de projet qu'aurait aimé Brigitte. Et nous apporterons notre expertise juridique, ajoute Julien. Papa accepte que je transforme une partie de notre cabinet en centre de conseil gratuit pour les étudiants. Gilberte acquiesce. Mon fils m'a convaincu qu'il était temps de donner du sens à notre réussite. Après le déjeuner, Sophie et Julien se promènent sur les quais de Seine. L'automne parisien dore les feuilles des arbres. Et Sophie savoure ces moments de paix après des mois de tempête. « J'ai quelque chose à te dire », annonce Julien en s'arrêtant près d'un bouquiniste. « Quoi donc ? Mon père m'a proposé de reprendre la direction du cabinet dans 2 ans. Après nos études, Sophie le regarde, inquiète. « Et qu'est-ce que tu as répondu ? Que j'acceptais, à une condition. Laquelle ? » Julien sort une petite boîte de sa poche et s'agenouille sur les pavés, sous le regard attendri des passants. « Que tu acceptes de devenir ma associée dans les affaires. » Et dans la vie, Sophie reste bouche bée devant la bague qui scintille dans l'écrin. « Julien, tu es en train de me demander en mariage ? Sophie Leclerc, Renaud, veux-tu m'épouser ? » Les larmes aux yeux, Sophie regarde cet homme qui a accepté de l'aimer, malgré les secrets, malgré les rivalités familiales. « Malgré tout, oui, » murmure-t-elle. « Oui, bien sûr. » Les applaudissements des passants résonnent sur les quais quand Julien glisse la bague à son doigt. Le soir même, Sophie rentre chez elle, dans l'appartement du Marais, qu'elle partage maintenant avec sa mère, et où Georges leur rend visite presque quotidiennement. L'ambiance familiale qu'elle a toujours rêvée s'est enfin concrétisée. « Alors ?» demande Denise en voyant sa fille rayonnante. Sophie montre sa bague. « Il m'a demandé en mariage. » Denise serre sa fille dans ses bras. « Je suis si heureuse pour toi, ma chérie. » Et ce n'est pas tout. Demain, nous signons les statuts de la fondation. Dans 6 mois, les premiers étudiants pourront en bénéficier. Sophie se dirige vers la fenêtre et regarde la rue paisible du Marais. En bas,
Bruno fait sa ronde de sécurité habituelle. Même si les menaces ont disparu, Georges préfère maintenir une protection discrète autour de sa famille. Son téléphone sonne. C'est Delphine. « Sophie, papa vient de m'annoncer pour tes fiançailles. Je suis tellement contente. Il faut qu'on organise ton enterrement de vie de jeune fille. Et le mariage. Oh là là, on va avoir tellement de choses à préparer. » Sophie rit de l'enthousiasme débordant de sa sœur. Doucement. « Delphine, nous ne sommes même pas encore diplômés. Et alors, l'amour n'attend pas. » Après avoir raccroché, Sophie s'assoit à son bureau et ouvre son ordinateur portable. Elle a un devoir de droit constitutionnel à finir pour demain, malgré tout ce qui s'est passé. Elle tient à terminer ses études avec les meilleures notes. En travaillant, elle repense au chemin parcouru. Il y a 1 an, elle était une étudiante anonyme qui économisait sur l'électricité. Aujourd'hui, elle est Sophie Leclerc-Renault, fille de Georges Renault, fiancée de Julien Bazin, future directrice d'une fondation caritative. Mais au fond, elle reste la même. Celle qui ne supporte pas l'injustice, celle qui ose dire la vérité même quand c'est dangereux, celle qui croit que tout le monde mérite sa chance. Son téléphone vibre, un message de Georges. « Ma chérie, j'ai vu l'interview que tu as donnée ce matin. Brigitte aurait été fière de toi. Nous le sommes tous. »« Papa qui t'aime. » Sophie sourit en lisant le message. Puis elle tape sa réponse. « Merci papa. Demain, nous commençons une nouvelle page de notre histoire. Ensemble. » Elle ferme l'ordinateur et se dirige vers la fenêtre. Paris scintille sous les lumières de la nuit, quelque part dans cette ville. Des étudiants comme elle trimaient pour réaliser leurs rêves. Bientôt, grâce à la fondation, certains d'entre eux auraient leur chance. Parfois, murmure-t-elle en regardant les étoiles, il faut perdre son chemin pour trouver sa véritable destination. Je m'appelle Sophie Leclerc-Renault, et ceci n'est que le début de ma vraie histoire, dans la rue en bas. Bruno termine sa ronde et lève les yeux vers l'appartement. Il sourit en voyant la silhouette de Sophie à la fenêtre. Mission accomplie. La famille Renault est enfin en sécurité, réunie et tournée vers l'avenir.